Voilà. Donc là, je vais avoir toute la transcription qui sera faite. Donc, les membres avaient demandé, que ce soit qu'on parle du sujet de l'éthique et du sens que l'on pouvait donner à la société. Et Ouais. comme tu es présidente de l'éthique et pas l'étiquette, je pense que tu es une des mieux placées pour en parler. Tout au moins pour Oui, nous ouvrir tout au moins pour nous ouvrir les premières réflexions. alors en effet, merci Blanche. Mais c'est vrai que quand j'ai créé l'éthique plutôt que l'étiquette, puisque c'était ça le nom de ce think tank, c'était une époque d'avant l'élection d'Emmanuel Macron où en effet les partis politiques dans leurs différences, dans leur sectarisme, dans leur incapacité à travailler ensemble étaient malheureusement un petit peu catalogués et en plus, bien évidemment, porter la malédiction de la mauvaise éthique, du clientélisme, du conservatisme, enfin bon, des petits arrangements entre amis, etc. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai créé ce think tank, l'idée était vraiment de se dire, bon, bah, au-delà de nos étiquettes politiques, essayons d'être intelligents, essayons de travailler ensemble et surtout essayons d'arrêter toutes ces fourberies là qui nous amènent à avoir une tellement mauvaise image du politique en général. Et moi, j'avais envie de dire, mais en fait, faisons de la politique avec notre cœur et la sincérité de nos engagements, presque, presque sans qu'il y ait derrière ni d'objectifs, de pouvoir ou d'argent. Et bien évidemment, tout ça est un peu fleur bleue, voire idéaliste, voire complètement naïf. Mais pour moi, c'était un peu cette conviction-là que j'avais chevillée au corps et au cœur. Et dans mon engagement politique, elle était extrêmement viscérale. Mais c'est vrai que quand Emmanuel Macron est arrivé en disant, voilà, finalement, une bonne idée est une bonne idée, qu'elle vienne de droite ou de gauche, le en même temps, bah, finalement, en effet, ça veut dire on peut être de droite, mais en même temps partager une idée de la gauche si elle est pertinente. Et je me suis dit, bah voilà, le mec a tout compris. Bon, malheureusement, je pense qu'on constate aujourd'hui, depuis bah, disons qu'on y a cru. Je pense que tout le monde y a cru, mais on constate aujourd'hui que malheureusement, les habitudes se sont réinstallées. Les personnes qui émanaient du macronisme se sont installées dans ce nouveau parti, le macronisme, qui ne veut strictement rien dire, mais qui émanait de la personnalité de cet homme. Et malheureusement, les problèmes de compromission, de clientélisme et du manque d'éthique des politiques, il n'a pas été résolu. Au contraire, je pense qu'on a des affaires tous les jours. Ça a démarré pendant les mandats d'Emmanuel Macron et avec même les plus proches, les personnalités qui étaient les plus proches d'Emmanuel Macron, qui malheureusement, comme les autres, se sont installés dans leur petite vie de politique, avec leurs petits avantages, leurs petits attachés parlementaires, leurs petits costumes cravates, en oubliant complètement que ce qu'on avait rêvé, c'était comme ça des citoyens qui étaient en capacité de vraiment faire changer les choses parce qu'ils avaient une vision plus fraîche, plus dynamique, plus vivante, plus cardiaque, je dirais, de la politique. Alors voilà, c'est bien dommage, mais c'est ainsi. Donc, je trouve ça extrêmement pertinent d'en reparler. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui m'ont dit, mais il faut relancer le think tank. Oui, il faut le relancer, bien sûr, je serais ravie et c'est ce qui m'attire vers vous parce que je me dis bah, que c'est chouette qu'il y ait encore des gens qui ont envie de parler de tout ça. On a l'impression que maintenant, ce qu'on entend tout le temps, c'est bah, évidemment une véritable détestation du président de la République actuel, d'une espèce de bouillasse qui est projetée sur le politique en général. Moi, il m'arrive régulièrement dans un débat de dire que j'adore la politique et alors là, je deviens la sorcière du dîner. Et forcément la fille menteuse, influente, superficielle, artificielle, hypocrite. Voilà, enfin, il y a une extrêmement mauvaise image. Alors que moi, j'étais très fière de faire de la politique. Pour moi, je me disais, waouh, je pense que mes parents seraient très fiers de savoir que je fais de la politique. Et je trouvais que c'était un très joli mot, mais malheureusement, c'est un très vilain mot aujourd'hui. Je le regrette. Et je pense que c'est extrêmement courageux de votre part et extrêmement pertinent de parler de ça aujourd'hui. Et bravo de le faire. Et si je peux aider, c'est avec plaisir, même si, comme je te l'ai dit, Blanche, vraiment merci d'avoir pensé à moi, mais ce mouvement, il datait de l'avant Macron.
Et il a presque plus la même saveur aujourd'hui. Il faut le réinventer. Tout est à réinventer de toute manière. Enfin, il faut redémarrer à zéro. Faut faire table rase du passé et aller rechercher la fraîcheur de la vie politique, peut-être dans l'éthique et peut-être bien évidemment au-delà de nos étiquettes politiques, mais avec des valeurs qui rassurent vraiment, je ne sais pas, comme une espèce de socle. Alors moi, dans l'éthique plutôt que l'étiquette, j'avais imaginé les 12 travaux de l'éthique avec 12 points vraiment clés autour de… Ce qui était, par exemple, c'est idiot, mais la parité. Quand je crée l'éthique plutôt que l'étiquette, la parité fait partie des 12 travaux de l'éthique. Sauf que bah, ça n'a plus de sens aujourd'hui, la parité, c'est acquis. Il n'y a plus une femme aujourd'hui. Enfin, j'ai l'impression en tout cas que c'est acquis. En tout cas, en politique, il y a une parité. Je ne sais pas si elle est… certains pensent qu'en réalité, dans les faits, elle n'est pas tout à fait vraie. Mais bon, on peut pas ne pas remarquer qu'il y a une femme présidente de l'Assemblée nationale, qu'il y a beaucoup de femmes maires, et qu'on a une deuxième femme Premier ministre après Edith Cresson, et qu'Elisabeth Borne a quand même marqué des points. Voilà, bon, bref. Donc, il y a des sujets qui ne sont même plus à la mode et qu'il faut aussi reprendre. Mais après, il y avait aussi la fraternité, l'égalité. Enfin, il y avait des sujets, bien évidemment, je peux vous transmettre tous les documents moi, qui avaient été écrits, puis surtout mon livre qui s'appelait Faites le trottoir, où j'expliquais vraiment dans cette petite phrase un peu humoristique qui s'appelait donc Faites le trottoir, la politique au coin de la rue, à quel point il me semblait indispensable, incontournable, essentiel, fondamental de recréer un amour pour la politique de la rue, du coin de la rue. C'est-à-dire arrêtez vos chauffeurs, arrêtez vos directeurs de cabinet, arrêtez vos… Voilà. Allez avec les gens, parlez-leur au bistrot, parlez-leur dans les associations, mais vraiment. Et puis écoutez-les surtout vraiment. Donc tout ça, c'était tellement important et c'est ce que je développe dans Faites le trottoir, sous cette forme un peu humoristique, mais qui avait vocation à essayer de remettre un peu, j'allais dire, l'église au centre du village, si je peux dire. Voilà. Mais c'est ce qu'on essaye un peu de faire au Cercle Ouais. Sully, et puis c'est ce qu'on va essayer de faire en suivant avec l'Alliance bleue et rouge. C'est quoi C'est l'Alliance bleue et rouge? Alors, l'Alliance bleue et rouge, si tu veux, c'est des membres du Cercle Sully qui nous ont dit, ben, c'est très bien d'avoir des idées, c'est très bien d'en parler, mais on en fait quoi? Ouais. Et la seule solution qu'on a trouvée, c'était de le porter par un parti politique, mais avec le même esprit et la même façon de faire que au Cercle Sully. Mhm. Ça va pas être facile, ça c'est Mhm. sûr et certain. Ouais, bah Ça, ouais. on va se prendre plein de pots de banane, ça c'est sûr et certain. Ouais, c'est sûr. Hein. Mais moi, je pense qu'il faut le faire comme ça. Et on est, enfin, les fondateurs de l'ABR le pensent aussi, que c'est comme ça qu'il faut le faire. Mhm. Donc ça, ce serait le nom du parti. Alliance bleue et rouge, oui. Pourquoi bleu et rouge? Alors, dire que Jérôme, dire que quand on a fait le logo, on s'est cassé la tête là-dessus, et là, je me rappelle absolument plus. Ah oui, c'est drôle. Ouais. Ben, Bon, c'est un peu le problème de certaines choses. Quand tu as trop de trucs dans la tête à un moment, euh, et qu'il arrive 6 heures du soir, tu es un peu ouais, abruti. ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut, je ne sais pas si c'est par le biais d'un parti politique. Moi, je crois au parti politique. D'ailleurs, à un moment donné, on a créé un micro-parti qui s'appelait donc l'éthique plutôt que l'étiquette. Je pense qu'il y avait vraiment plein de gens qui avaient envie d'aller sous ce label. Et puis, je ne sais pas, mais tout à coup, tout le monde s'est dit, mais non, mais ça ne sert à rien. En fait, il faut regrouper, il faut aller rejoindre un gros parti parce que là, on n'arrivera pas, on n'a pas d'argent, bah, on ne pourra pas lutter contre la corruption, le mensonge, les privilèges, la fraude fiscale, le gaspillage de l'argent public, le clientélisme, voilà. Avec nos petites mains et nos petites volontés de bénévoles, voilà. Donc, réconcilier le citoyen et les élus, bah, c'est peut-être étonnamment par le biais d'un parti politique, alors que la politique est pourtant considérée comme je sais pas moi, gangrénée. Enfin, la politique est gangrénée par
Des Parce gens que qui n'ont pas de projet, en fait, et qui n'ont qu'un projet pour eux, ça c'est si tu sûr. n'es si tu n'es pas un parti politique, tu ne peux pas te faire entendre auprès des journalistes, Oui, Mmh. tu c'est ne ça. peux pas te faire entendre auprès d'un tas de gens, Mm. donc il faut passer par là. Ouais, je suis d'accord. Alors, raconte-moi, qu'est-ce que vous aviez déjà comme projet, qu'est-ce que vous aviez mis dans l'éthique, dans ton association comme idée Donc, en pour fait, y arriver? on avait fait plusieurs choses. Il s'agissait de lutter, en effet, contre les élus qui confondent un petit peu leurs intérêts personnels et leurs responsabilités publiques, et de façon à réinstaurer comme ça une espèce de morale politique. Et avant, que Macron arrive. Donc, un des objectifs de ça, c'était de rétablir vraiment la confiance entre les élus et les électeurs. Donc, on avait écrit une charte, qui était la charte de l'éthique, que je transmettrai bien évidemment, hein, qui n'était que ça, hein, qui avait vocation à lutter contre les archaïsmes de la société française, avec une dimension plus, plus idéaliste peut-être, plus pragmatique, plus organisée, plus sensible, avec un meilleur sens des réalités, avec du dynamisme, même de l'humour, de l'intuition. Voilà, tout ça était un peu installé comme des nouvelles façons d'essayer de changer le monde ensemble, en se disant qu'évidemment, on est plus fort si on est nombreux, mais qu'on a vraiment tous une bonne volonté. Et je pense qu'aujourd'hui, la bonne volonté, c'est ce qui manque. C'est des mots tout simples, en fait, maintenant. Je pense qu'il faudrait même encore plus inventer des mots plus simples que l'éthique, parce que même l'éthique, c'est trop compliqué. Les gens, ils croient qu'on fait de la philosophie. Moi, si aujourd'hui, je disais un nouveau mot qui me voudrait me... J'ai même pas envie qu'un homme politique soit éthique, parce qu'on va me dire, ah oui, mais l'éthique, c'est Heidegger, c'est Spinoza, c'est bon. Mais en fait, je pense que la nécessité est mère d'invention et qu'il faut trouver encore un autre mot. Et c'est même pas une nécessité, c'est une indispensabilité. Je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, c'est quelque chose. Ouais. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Donc, aujourd'hui, n'importe quel parti politique est complètement, entre les médias, les réseaux sociaux et le café du commerce, n'a plus aucune chance de pouvoir exister s'il n'est pas animé de bonne volonté. Et je pense qu'il n'y a plus que les maires qui, aujourd'hui, les petits maires qui dans leur petite commune, ont envie de faire des petites choses. Et je pense qu'il faut vraiment, cette bonne volonté, il faut vraiment la remettre au petit niveau du petit pas, cette politique des petits pas qui devrait permettre de construire un monde meilleur, mais à partir de notre rue. Moi, je suis présidente de mon comité d'intérêt de quartier à Aix-en-Provence. J'ai l'impression d'être tellement utile, mais tellement utile, bien plus que pendant les années où j'ai été députée, où il m'a semblé que, oui, on venait me demander de l'aide, je mettais des gens en lien, tout ça, j'étais utile parce que j'avais le pouvoir, mais voilà, c'était assez... Est-ce que j'ai vraiment été utile? En fait, par rapport proportionnellement au pouvoir que j'avais, je trouve que je n'ai pas été très utile. Et là, par rapport au très peu de pouvoir d'une petite bénévole dans un comité d'intérêt de quartier, je me sens finalement plus utile. Donc voilà, moi, je reste combative. Je pense qu'il faut agir. J'ai envie de garder la même tonique. Mais je pense qu'il faut repartir vraiment de la très, très, très petite échelle. Et donc, pourquoi pas transformer votre cercle Sully en parti politique. Je trouve que ça peut être une bonne idée. Alors, Mais, on ne le transforme pas, c'est une continuité, mais on garde ouais, le cercle Sully. Comme tu dois partir à 7 heures, ouais. Jacques Bonjour Jacques, pardon, j'ai un peu et profité de la parole pour... Pas de problème. et Philippe, je vais vous laisser poser des questions et dire ce que vous avez. Profitez-en. Qui commence? Je commence. Bon, le côté éthique, pour moi, effectivement, j'en vois souvent. Par contre, sur un plan humain, contact, etc., aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a une dégradation totale de l'éthique dans la vie hors politique. Il y a une éthique de façade dans le monde politique. On parlait de parité, oui, d'accord. C'est une parité, selon moi, qui est un petit peu faussée dans le monde industriel et dans lequel j'évolue. On est face à des populations. Non, pardon. Il y a des populations qui sont vraiment aujourd'hui, qui ont des comportements absolument non éthiques.
que ce soit particulièrement à l'encontre des femmes, ça c'est très clair, ou de tout ce qui n'est pas dans un formatage que j'appellerais très crûment et très cyniquement sub de de province, hein. Bon, d'accord? Je suis un peu brutal quand je dis ça, mais c'est à peu près ça, hein. On retrouve une espèce de bien-pensance bourgeoise du 19e siècle, et je dois dire que c'est un petit peu le don de me hérisser dans mon monde professionnel. Là, récemment, quand j'étais à Marseille, j'ai été victime d'actes misogynes et racistes de première classe, hein. Ah ouais? J'avais jamais vu ça de ma vie, même les Sud-Africains étaient à peine capables de faire ça. Bon. Ouais, c'était pas mal, quoi. Et c'était d'honorables jeunes cadres dirigeants français qui étaient capables de faire ça. C'était un peu impressionnant. Sur le plan éthique et politique derrière, moi, de toute façon, chaque fois que j'ai approché le monde politique, j'ai trouvé que c'est un univers assez particulier, qui était pas mal tourné. On voit aujourd'hui, c'est absolument un népotisme flagrant au sein du gouvernement, au sein de beaucoup d'endroits. Alors, il y a un népotisme familial et un népotisme de caste. Et notamment, je pense que l'ENA a dévié de sa mission de fabriquer des hauts fonctionnaires, donc des gens hautement compétents, pour être un petit peu une espèce de tremplin obligé de certaines personnes pour aller vers des positions. Quand je vois que c'est un Sciences Po ENA qui prend la tête de la DGSE, par moment, j'ai la trouille, parce qu'à un moment donné, c'est un monsieur qui va être amené à dire on tue, on ne tue pas et j'engage la vie d'homme. Est-ce qu'un brave garçon bien policé sur lui, qui est un clone quasiment du ministre, etc. et tout, enfin un clone des ministres étrangères se trouve à la tête de ça, j'ai peur pour les agents qui sont sur le terrain. Bon, ça c'est une considération première. Et ensuite, par contre, derrière l'éthique en politique, est-ce qu'elle existe sur le papier? Oui, sur la réalité. Si la politique était vraiment éthique, on n'aurait pas tous ces pétards qui remontent régulièrement à la surface et qui décrédibilisent complètement tout homme politique. Qu'il y ait des arrangements, d'accord, il y a toujours eu des arrangements. L'objectif, c'est pas de supprimer les arrangements. J'ai suffisamment vécu en Afrique pour savoir ce que c'est que des arrangements entre clans, entre systèmes, entre diasporas, entre etc. Bon. Mais à un moment donné, quand ça s'institutionnalise, quand ça prend des proportions qui sont pratiquement presque agréé d'une forme de normalité, ça devient inquiétant. Quand ça dépasse le stade de la petite diaspora et de l'arrangement entre copains, ça devient grave quand ça commence à toucher des affaires d'État. Pour moi, qu'un président déclenche une offensive militaire sans préavis, sans déclaration, sans aval du gouvernement sur un pays étranger pour des affaires personnelles, je suis un petit peu choqué de ce qui s'est passé par Sarkozy et la Libye, quoi. On voit plus le bordel qui a été foutu. Bon, voilà quoi. Voilà un petit peu comme moi je le vois. Je pense que derrière, il y a une notion de responsabilisation des individus par rapport à leur but. Il ne faut pas se rappeler qu'ils sont au service de l'État, que l'État est théoriquement un rassemblement de personnes et qui ne sont pas au service de, comment j'appellerais ça, d'arrangements, de groupes, etc. Quand je vois certaines affaires récemment, notamment une loi qui a été votée très récemment sur la pollution, sur l'agrochimie, je crois que le débat, par exemple, si on prend de l'éthique par rapport à l'agriculture, l'éthique veut dire d'aider les agriculteurs à sortir d'un système qui est les enfers. On parlait d'économie, les agriculteurs sont totalement plantés dans une logique de suraccumulation du capital et dans une logique de surconsommation de produits qui les conduisent à réduire leurs marges, d'une part par les produits qu'ils achètent, et d'autre part, ils se mettent en situation de surproduction qui réduisent leurs marges par les ventes. Donc, ils se retrouvent dans les cul-de-sac. Donc, la solution agricole, c'est plutôt d'aider les agriculteurs à sortir d'un régime de subvention que de rester dedans et de s'enferrer dedans dans une logique de surproduction et de surconsommation aussi, hein. C'est un peu complexe ce que je dis, mais voilà ce que j'en pense clairement. Ouais, je pense que, tu vois, c'est ça, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui nous dépassent, qui se trament, qui s'organisent à des niveaux qui nous semblent complètement irréels et du coup, le manque de confiance, il s'installe durablement, il amène au Mmh. populisme, évidemment, hein, puisque Mmh. malheureusement, ben, oui, il y a des gens qui commencent à se dire qu'ils Ouais. voilà, Alors, et du coup, il amène à des votes ouais. extrêmes qui évidemment ne sont pas tout à fait nos valeurs. Mais moi, je n'ai plus de mots pour lutter, enfin, je n'ai plus de mots pour Mmh. convaincre, parce que, à part, je te dis, cette espèce de politique du coin de la rue, là, de Mmh. faire une petite chose ensemble et en espérant que ça prospère et que ça puisse participer à éteindre l'incendie comme le petit colibri, je ne vois pas d'autre solution. Je pense que comme personne, comme tout le monde, je suis perdu, hein. Si l'un de nous avait une solution miraculeuse, je lui souhaite de tout cœur d'être président de la République et de pouvoir la mettre en œuvre, mais malheureusement, je pense que personne ne l'a. Et La
Ouais, la presse d'opinion n'existe plus d'ailleurs. De toute façon, à part l'Humanité, à part Rouge, à part, je sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre, même l'Unité du PS, on n'en parle plus. Ça n'existe plus en termes de presse. On est loin de l'époque où on avait des regroupements de gens d'obédience politique encartés, standardisés, qui se réunissaient. C'est fini. Maintenant, tout fonctionne par les réseaux et objectivement, indépendamment. Alors, je suis loin d'être un défenseur de la théorie du deep state, hein. Ça, c'est très très loin. Ces théories ultra-complotistes, c'est pas du tout dans mes philosophies. Néanmoins, on a quand même des conjonctions d'intérêts, puisqu'il a été créé le système des lobbies, en fait, qui conduisent dans des intérêts particuliers orientés vers. Mais on correspond à des intérêts. Moi, je ne vais pas imaginer qu'il y a quelque chose qui est là derrière, qui contrôle tout, qui veut tout mesurer, tout contrôler, etc. Le seul moteur, c'est le fric en réalité, hein. La dette, bon, j'ai des théories ultra révolutionnaires sur la dette. Moi, je considère que la dette n'existe pas. Un pays qui, en France en particulier, un pays qui a une épargne cash qui représente 2 fois le montant de la dette en termes de déplacement des particuliers, un pays qui a un patrimoine national qui expose complètement la dette en termes d'immobilier, en termes de, etc. Pour moi, la dette en France n'existe pas. Et la dette, de toute façon, c'est une convention qui s'est mise en place. Mm. À une époque, elle était indexée sur l'or, aujourd'hui, elle est indexée sur rien. Puisqu'en fin de compte, cette dette, pour la financer, des organismes financiers créent une masse monétaire qui sert à payer une dette, mais eux-mêmes, cette masse monétaire initiale ne l'ont pas. Donc on est complètement dans un domaine de virtualité. Mm. Et on rentre dans de la théorie économique pure et dure et qui sur des gens qui abusent complètement de phénomènes de théorie économique pure et dure. En ce moment, le débat sur la fin de vie, moi j'ai retrouvé ça, j'ai appris la théorie quand j'étais étudiant il y a 40, pour un certain nombre d'années, sur lequel il y a les fonctions d'utilité. Utilité, quantité, prix. Si l'utilité c'est la vie, on diminue la quantité de soins, donc le soin devient cher. Un individu, et c'est très simple, quelqu'un qui prolonge sa vie trop longtemps passe le break-even point de sa rentabilité. Les Ouais, économistes réagissent d'une forme d'ultralibéralisme, réagissent uniquement comme ça. C'est de l'ultra-darwinisme d'économie ultralibérale, basé entièrement sur une fonction d'utilité. il y a plus de 30 ans, j'entendais déjà que les assurances disaient: «Il vaut mieux dans un accident un mort qu'un blessé». Eh Oui, oui. bah, les assurances, oui, et même les. Il n'y a pas que. Il n'y a pas que les assurances, la sécurité sociale aussi, qui est une forme d'assurance. C'est une assurance par répartition, le système d'assurance par cotisation-répartition. Mais c'est ça, quoi. Hein. Non, non, les assureurs sont extrêmement cyniques sur le sujet, mais la doctrine et la théorie, elle existe. Mm. Un En somme, système de sang. Oui, il faut travailler sur tous les sujets sur l'éthique Ah bah bah, oui, les c'est ça, le et ouais. c'est commencer peut-être tellement par transversal. la finance. Hum. C'est peut-être la finance qui globalise le tout, non? Ouais, moi Après, je dirais que c'est quand même la philosophie quoi qui globalise le tout parce que finalement c'est ça qui est assez transversal pour définir l'éthique. C'est quand même, voilà, ouais, le sujet mais c'est la finance, mais c'est la oui, oui, la finance, ouais, peut-être. Mais en fait, ça ne suffit pas. Ça suffit. En fait, c'est la question du pouvoir aussi. C'est la question du hum. pouvoir c'est le pouvoir et l'argent, je dirais, tu vois. En Ce sont fait, les. avec mon regard un petit peu plus tourné au monde industriel, en fait, la situation s'est complètement pervertie quand on est passé de sociétés qui appartenaient à des personnes à des sociétés qui sont passées à appartenir à des groupes. Il y a des structures financières, des holdings, des choses comme ça. À l'intérieur de quand c'était des sociétés de personnes, l'exemple que je vais prendre, on va prendre Dassault par exemple. Le père Dassault, il avait ses chasses, il avait son hôtel particulier, je suppose qu'il avait ses maîtresses, ses voitures, c'est celui qui convenait bien. Et puis après, le restant, bah, il disparaît, il balayait auprès de ses équipes, auprès de son personnel. Les salaires de chez Dassault ont toujours été connus pour être assez remarquables, y compris en conditions de travail. Quand vous remplacez un bonhomme comme ça, qui une fois qu'il a ce qu'il veut, bah, il peut être gentil avec tout le monde, par des structures où ceux qui sont à la tête, bah, en fait, ils appartiennent à des actionnaires qui eux-mêmes peuvent être des structures financières. C'est le principe des cascades qu'on trouve dans les compagnies d'assurance, par exemple, dans les partis d'actionnaires de grandes entreprises. Il y a un énorme patchwork de gens qui ont des intérêts complètement différents. Si on va sur des boîtes comme BlackRock ou des gens comme ça, leur intérêt, eux, c'est d'être capable de payer les pensions à la fin du mois à l'ensemble de leurs adhérents.
Mm. Donc, ils se foutent complètement de ce qui se passe en aval. Mais ils ont Mm. mis à la place de certaines structures financières des gens qui, s'ils n'obtiennent pas de résultat, vont sauter. Donc, à un Mm. moment donné, c'est venu par toute une cascade de personnes qui sont à des places financières qui sautent s'ils n'ont pas de résultat. Donc, ils se foutent de ce qui se passe derrière. C'est après moi le déluge. Et je le sais très bien parce que moi, j'ai été éjecté d'une boîte à une époque, donc j'étais patron financier et patron qualité, parce qu'un jour, on était arrivé chez moi, on m'a dit, Jacques, 12% net l'année prochaine. Moi, mes clients, c'était SNCF, Bombardier, Jack Alstom, des métros de Singapour, des métros américains, enfin des gens faciles à manipuler, quoi, on va dire. Amtrak, donc des gens faciles à manipuler, tout était contrat, je faisais partie, on était une partie de leur boîte, à avoir 60% de notre chiffre d'affaires prévisionnel en plus un qui était ferme. Et on était à 40% à année plus 2. Donc c'était une boîte hyper stable. On nous a demandé de passer de 6 à 12. Et moi j'ai dit, je ne sais pas faire. Voilà. Mm. On a mis à ma place un mec, enfin à la place du patron de moi, tout le monde était viré. Ils ont mis à la place un mec qui a su faire. Il a augmenté ses prix de 20% en disant, c'est ça maintenant, si vous ne me payez pas 20% de plus, je ne vous livre pas. Mhm. Les chaînes de montage des TGV duplex étaient lancées, hein, ils attendaient le matériel. Mhm. Bah, tout le monde a payé, sauf que 2 ans après, il fermait la boîte. Mais il s'en foutait, lui, il a eu son bonus, il a eu tout ce qu'il fallait. Mhm. Ouais, ouais. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, des individus sont pris dans des chaînes. Et leur train de vie, leur système complet fait que il y a t'as une espèce d'enchaînement successif de gens qui sont pris littéralement à la gorge par non plus par des chefs, mais par des systèmes complets complètement déshumanisés. On a remplacé une vision humaine par une vision mécaniste, en Mm. fait. Mm. Je suis Et entièrement ça, c'est d'accord. extrêmement redoutable sur le plan éthique, parce que ça détruit complètement l'éthique. Complètement. C'est Et parce qu'il si n'y a on prend, aucune philosophie derrière. il n'y a rien, ben non, il y a sauver sa peau, point. Le vide intersidéral, ouais. Sauver sa peau. Ouais. Et c'est Et ouais, pareil, ouais. les responsabilisations J'appelle qui ça étaient des nationales, PMG, là, tout pour ma gueule. Voilà. ouais, Mm. c'est même plus que ça. C'est pas, c'est qu'en fait, ces gens-là, tous ces cadres-là, ces positionnements, sont mis dans des logiques de tirer profit pour eux, mais ils savent très bien que s'ils ne vont pas au bout d'une logique, c'est eux qui sautent. Mhm. Donc c'est un système de choses trappe à cascade. C'était une époque, il y a les années 80, on appelait ça la méthode McKinsey. C'est comme ça que McKinsey a fait sa fortune. Si ma mémoire est bonne, en fait, il prenait une pyramide d'emploi. Moi, je travaillais sur un concurrent de McKinsey, on faisait du consulting brutal, mais du consulting de terrain. Savoir quand on réduisait les effectifs, on était capable d'expliquer pourquoi. Eux, ils avaient une stratégie vachement simple, ultra managériale. Ils prenaient la pyramide, en Ouais, fait, ils disaient, on racle 20% de la pyramide. Et ceux ouais. qui n'atteignaient pas la démonstration qu'ils faisaient 20% à leur strat, ils faisaient partie des 20% de leur strat. Donc je suis chef, si je ne vire pas les 20% de mes équipes en sureffectif, bah, c'est moi qui saute, parce que je fais partie de ceux qui vont sauter. Mhm. Et effectivement, c'est lui après moi le début, lui après moi le déluge. Et nous, on a rencontré ça dans les milieux de conseil, on a rencontré ça assez régulièrement dans les boîtes. C'est une connerie, mais on s'en fout, ça mène au résultat. Oui, mais l'année prochaine, je m'en fous, je ne serai plus là, j'aurai une promotion. Et celui qui va prendre ma place, je dirais montrer qu'il est nul parce qu'il n'est pas capable de faire ce que moi j'ai fait Mhm. dans le jeu de massacre. Mhm. Est-ce que c'est un management, je ne le dirais pas, qui vient d'Amérique, ça? Une idée de travail qui vient d'Amérique, une façon. Je ne mettrai pas ça simplement sur le compte purement américain. Non, c'est un système qui s'est monté petit à petit par des constitutions financières. La constitution financière, elle était américaine, parce elle est remarquable, parce que l'Amérique a eu la puissance de fait financière et s'est mise en place à partir des années 50 en Europe, enfin dans le monde. Dire que c'est eux qui ont induit ce système-là, moi je pense que ça vient plutôt de toutes ces logiques qui ont été. Ça a commencé par les fonds en général, les fonds de pension, fonds d'investissement, fonds de retraite, etc., qui eux ont été amenés, les SICAV par exemple, qui eux ont été amenés à avoir des politiques en fin de compte d'achat d'actions dont ils attendent des rentabilités, et ces rentabilités pour les avoir, ben, les gens qui mettent en place pour les sortir, ben, à un moment donné, ils passent sur d'autres moyens, etc., quoi. Donc en fait, ça partait d'une idée qui était peut-être pas forcément déconnante pour arriver à créer une espèce de monstre qu'aujourd'hui, je ne sais pas trop comment on peut l'arrêter. Et on aura du mal pour l'instant à l'arrêter, puisqu'on parle de privatiser les sécu, on parle de privatiser la retraite, on parle de tout privatiser en France. On a commencé par massacrer l'éducation nationale, on massacre la santé. Et je sais, mon fils est étudiant en médecine.
Aujourd'hui, on commence à réintroduire le secteur privé à l'intérieur du secteur public. Ça existait à une époque, ça a été supprimé et c'est en train de se réintroduire. Oui, là, ça revient, bah oui. Bah oui. Aujourd'hui, quand on voit que pour le système, comment ça s'appelle ça, post-bac, j'ai oublié le nom pour le recrutement des élèves dans les écoles, il intègre des sociétés qui sont pas, non pas hors contrat, mais qui sont des sociétés, des entreprises, des systèmes éducatifs qui sont hors contrat avec des diplômes non reconnus par l'État. Moi, je suis désolé, je trouve absolument scandaleux qu'on puisse contraindre par un système, par Parcoursup, que Parcoursup puisse intégrer des choses dont les diplômes ne sont pas reconnus par l'État. Et en ce moment, on voit pléthore de boîtes non reconnues par l'État, de subdeco en C'est particulier. impressionnant. Ouais. Oui. Bah, récemment, je disais dans Le Monde, par exemple, que les écoles techniques d'écoles techniques, de formation technique, ingénierie, BTS, etc., licences techniques, avaient du mal à recruter des élèves alors qu'ils font le plein dans les subdeco payantes à 10 000 balles l'année. C'est à un C'est moment dingue. donné une aberration. Alors, Ouais. quand on Ouais, parle de c'est- réindustrialiser la France, il faut déjà avoir des mains pour réindustrialiser, des cerveaux qui sachent lire un pied à coulis, c'est un palmeur. Mm. Françoise, Oui, euh, dans, dans ton association, est-ce que vous avez commencé à trouver un petit peu des pistes pour des projets? oui, mais comme je te dis, moi depuis 2020, en fait, tout est complètement en suspens, puisqu'en effet, j'avais réintégré un mandat politique, donc c'était compliqué, en effet, de diffuser toujours ce truc-là tout en étant élu. Enfin bon, voilà, c'est ça qui était compliqué. Et donc aujourd'hui, l'éthique plutôt que l'étiquette est complètement en sommeil, donc ça m'intéresse de réactiver. Les projets, comme je te dis, ils sont limite désuets aujourd'hui. Les projets qu'on avait en 2020, ils sont complètement désuets. Les choses ont avancé tellement vite, tellement fort, tellement dans tous les sens. Il y a tellement eu des débordements multiples et variés qu'aujourd'hui, les projets qu'on avait, notamment, on avait créé, nous, un label qui s'appelait le label de label éthique. Le label récompensait, pourquoi pas, on peut le réactiver ce label, mais on a labellisé un certain nombre d'hommes et de femmes politiques qui avaient des mandats et dont on pensait qu'ils avaient montré l'exemple, parce que finalement, il n'y a pas de meilleure pédagogie que celle de l'exemple. On avait pensé qu'ils avaient montré l'exemple en ayant une conduite et un comportement particulièrement remarquable et exemplaire sur le plan de l'éthique. C'était, j'en sais rien, moi, un député qui disait, moi, je viens d'être élu député depuis 2 ans, mais j'estime que voilà, j'ai plus d'idées, je me sens plus, je laisse la place à mon suppléant, je me retire. C'était un maire qui disait, voilà, moi, je pense qu'aujourd'hui, voilà, j'ai passé la limite d'âge et je pourrais continuer mon mandat comme ça, tranquille, peinard, mais non, j'ai pas envie, je préfère faire autre chose. Moi, je suis un maire d'extrême gauche, mais je considère qu'une idée là qui vient de la droite est vraiment pertinente pour mon village. Donc, je l'ai prise en main et je vais la mettre en œuvre. Bon, voilà, donc on remettait des labels comme ça pour essayer de montrer que finalement, on pouvait se faire remarquer et être sous les projecteurs en ayant des conduites éthiques. Ça, c'était un projet fort parce qu'en fait, ça nous permettait comme ça de recevoir comme des témoignages. Moi, je pouvais pas, moi j'habitais Aix-en-Provence, je pouvais pas être partout en France, même si on avait des ambassadeurs, enfin, on avait à peu près 200 ou 300 ambassadeurs de l'éthique plutôt que l'étiquette en France. C'était une énorme association à gérer et globalement, j'étais toute seule à la gérer. Donc, c'est vrai que ça m'a pris tout mon temps, toute ma vie, tout, voilà, ça m'a amené à écrire un livre et c'est bien. Mais petit à petit, ces ambassadeurs, ils ont été aussi emmenés par Macron, ils ont été contre Macron, ils sont réintégrés d'autres partis politiques, ils sont allés au PS, ils sont allés chez les LR, ils sont allés chez Macron, mais en fin de compte, tout le monde a réintégré un parti traditionnel, j'ai envie de dire, parce qu'ils se rendaient compte que finalement, avec leur petit flambeau, l'éthique plutôt que l'étiquette, tout le monde s'en foutait, on ne les écoutait pas, on leur disait, oui, vous êtes bien gentils, mais et alors? Voilà, faut mieux être avec un gros et être élu plutôt qu'essayer d'exister en soi tout petit. Et même moi, il y a un moment donné, quand j'ai été élue députée suppléante, avec Mohamed Lakila qui était au Modem, en effet, je suis rentrée au Modem avec comme fer de lance que finalement j'étais une centriste avant tout, que le Modem était probablement le mouvement le plus démocrate puisque c'était écrit dessus, comme on dit, comme le port-salut,
Et que de ce point de vue-là, j'avais envie d'entrer dans un mouvement qui avait un historique de centrisme, qui était, comme on a pris l'habitude de le dire, un peu l'extrême centre, quoi. Et considérant que justement, au centre, on était le plus à équidistance de tous les extrêmes, et en tout cas de tous les autres partis. Donc ça m'intéressait, c'est la raison pour laquelle je suis rentrée au Modem. À partir de là, je ne pouvais pas, tu vois, continuer à être la présidente du think tank. Donc j'avais mis une présidence, une vice-présidence qui était devenue président, qui lui-même a fait autre chose, a arrêté la vie politique, il m'a dit, bah, moi, j'ai plus le temps. Enfin bon, voilà. Tu sais, le bénévolat, à un moment donné, voilà, je pense qu'au Cercle Sully, vous le vivez aussi. Des Oh gens oui, qui ont divorcé, qui ont déménagé, qui ont pris des mandats électoraux et qui te disent, bah voilà, moi, je n'ai plus le temps. Donc, de mes 200 ambassadeurs aujourd'hui, si je réactivais le truc, bah, il resterait plus grand-chose, en fait, hein, un peu peau de chagrin, quoi. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras, hein, Blanche. Moi, je suis toujours motivée, j'y crois. Je crois qu'on peut encore changer les choses. On me pose très souvent la question. On me dit, voilà, mais est-ce que comment tu ne te décourages pas? Je ne sais pas. Je pense que je suis combative dans l'âme et surtout très idéaliste et j'y crois. Ouais. Je me dis, bah, surtout, je me dis que si on nous coupe tous les ailes, en effet, ça ne va pas changer. Donc, si on a un petit rôle à jouer, il faut essayer de le jouer. Et moi, je trouve remarquable votre entreprise là pour faire ça et pour écrire tout ça, pour mettre des pages là-dessus. Je pense que c'est important. Moi, à un moment donné, quand j'ai écrit un livre, c'est parce que j'en avais marre de répéter toujours la même chose. Je me disais, bon, bah là, je sais pas, lisez mon livre. Moi, je peux pas comme ça m'épuiser, m'égosiller à parler sans micro. Parce que quand je dis parler sans micro, ça veut dire parler, voilà, à vous deux. Parler, oui, à une petite radio qui m'invitait par-ci par-là, parler dans la rue, au bistrot où les gens m'applaudissaient. Bah oui, mais en fait, ça ne servait à rien. Donc, à un moment donné, tu te dis, bon, bah finalement, le livre, le parti politique, la plateforme Internet, là, je ne sais pas quoi, peut te donner un rayonnement, un développement qui serait autre que la petite jauge là, à laquelle tu parles et qui, elle, oui, t'encense, te dit que c'est merveilleux ce que tu fais, mais tu penses bien que voilà, tout le monde s'en fout en réalité. Et ça, on l'a bien vu quand il s'agit de s'engager après Macron et d'avoir des mandats d'élus et donc aussi de toucher de l'argent, d'avoir le pouvoir et voilà. Et ben moi, tout le monde m'a dit, écoute, t'es gentil, mais moi, finalement, tu sais, je vais rejoindre Macron, je vais rejoindre l'UMP de l'époque, ou je ne sais plus comment ça s'appelait, les LR, je vais rejoindre, voilà. Et tout le monde a abandonné l'éthique pour aller dans un parti politique. Et je te dis, même moi, j'ai cédé à ça, puisqu'à un moment donné, on m'a dit, ben voilà, pour être utile, il faut finalement être dans un parti politique. Et il se trouvait que moi, quand Mohamed Lakila est venu me chercher, il avait lui-même un mouvement qui s'appelait Éthique Éco. Il avait mis en place tout un tas d'ailleurs, vous pourriez l'interroger avec le Cercle Sully, parce que c'est un homme qui connaît beaucoup de choses là-dessus. Il a parlé de l'éthique dans tous les domaines, la santé, l'environnement, la politique, l'alimentaire, dans tous les domaines, dans son truc éthique éco. Je te donnerai ses coordonnées, il faudra que tu oui, l'interroges. ça peut être intéressant, oui. Oui, oui, très intéressant. C'est un mec brillant en plus. Bon, bah lui, quand il m'a dit viens avec moi et on va faire quelque chose ensemble, j'ai eu tellement confiance et j'ai eu raison puisqu'il ne m'a jamais déçu. Mais voilà, j'y suis allée parce que tu te dis tout le temps, est-ce qu'il faut finalement pas jouer le jeu? En fait, c'est ça, c'est rentrer dans l'arène en fait. Rentrer dans l'arène pour être plus efficace et avoir un plus gros micro. Tu vois, donc voilà, mais je continue à y croire et je suis capable de repartir comme je te l'ai dit. Je pense que c'est la solution du coin de ma rue. Je me dis que l'arène finalement ne m'a pas forcément permis d'avoir un meilleur rayonnement. Donc je suis partante pour faire des choses, hein. Mais je t'enverrai les coordonnées de Mohamed avec son autorisation. Je vais quand même l'appeler, mais voilà. C'est gentil, merci. Donc, tu m'avais dit qu'il fallait que tu partes. Ouais, je suis vraiment navrée. Je vais vous abandonner. Je vois qu'il y a Philippe qui est là. Bonjour à tous et je vous prie de m'excuser, mais je sais que Blanche, elle a tout enregistré, donc bon, j'espère que je n'ai pas dit trop de conneries. Et en tout cas, voilà, vous pouvez compter sur moi pour la suite. Et je vais demander à Mohamed, mais ce serait cool qu'il soit votre invité un jour. Je pense que vous auriez beaucoup de plaisir à l'écouter. Volontiers.
volontiers, comme on dit. Allez, À très merci bientôt. Françoise, à très Bonne bientôt. soirée. De votre gentille Bonne invitation soirée. et bravo pour le travail qui est mené. Vous êtes au top. Au À revoir. bientôt. Merci, au Ciao. revoir. Oui, on Voilà. devait être une dizaine, mais il y en a plusieurs qui m'ont dit on vient, mais je crois que la rentrée a été difficile. Quelle rentrée? Mais la rentrée, mais pendant 2 mois, on n'a pas fait d'atelier, hein, je te ferai remarquer. Ah, d'accord, c'est ça. C'est le premier atelier des. Oui, parce qu'en fait, moi, il a spawné, comme ils disent les jeunes, dans mon agenda. Il a Je me suis dit, quoi? c'est quoi ce truc? J'ai vu qu'il y avait Blanche. J'ai dit, alors j'y vais. Voilà. Il a quoi? Il a spawné? Spawner, spawn, c'est dans les jeux vidéo. C'est quand il y a des petits personnages. Tu apparais quelque part, tu apparais sur un spawner et tu spawns. Bon, Donc en fait, ça veut dire d'accord. apparaître comme ça. Voilà, il faut D'accord, savoir Alors, un sujet. Quand je passe ma là, vie sur les ordinateurs, et le seul jeu vidéo que j'ai eu, j'avais acheté Zoom en 2000, je crois, ou même avant, et j'arrête l'enregistrement Ouais, de tu peux arrêter. petites Non, non, moi, secondes. c'est juste parce que j'ai des enfants, donc des fois, j'écoute un peu leur vocabulaire parce que je moi me dis, aussi, mais non, je goûte faut, pas. faut pas être complètement déconnecté. Bon.